Alors voilà, on est face à un choix crucial pour notre planète. Les données qu'on va décortiquer ensemble, elles nous dessinent deux avenirs, et ils sont radicalement différents. Tout va dépendre des décisions qu'on prend maintenant. Bon, la question, elle est super simple au fond. C'est quoi la vraie différence entre un monde à plus 1,5 degré et un monde à plus 4 degrés? Pour y voir plus clair, on va plonger dans une étude vraiment importante, publiée en 2019 dans la revue Climatic Change. Eux, ils ont modélisé ces deux scénarios avec une précision assez bluffante. Mais comment ils font les scientifiques pour être aussi précis? D'où viennent ces prédictions? Tout part de leurs outils, de leur boîte à outils si on veut, pour modéliser le futur. Alors, une de leurs méthodes clés s'appelle le pattern scaling ou mise à l'échelle par motif. Pour faire simple, c'est un peu comme s'ils avaient une recette de base, une sorte de master recipe pour chaque degré de réchauffement. Et à partir de là, ils peuvent ajuster les ingrédients pour voir ce que ça donne dans un monde à plus 1,5 degré ou dans un monde à plus 4. Et pour être sûr de leur coup, ils combinent les résultats de 23 modèles climatiques différents. Ça rend les projections beaucoup plus robustes. Maintenant, parlons de la sécheresse. Comment on mesure ça au juste? Ce n'est pas juste une question de est-ce qu'il pleut ou pas, c'est bien plus complexe. Et justement, cette étude utilise deux indicateurs bien précis et la différence entre les deux, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que l'un des deux intègre un facteur crucial que l'autre laisse de côté, l'effet de la chaleur. Et voilà, on y est. D'un côté, on a le SPI. Lui, regarde juste le déficit de pluie, c'est tout. De l'autre, on a le SPEI. Et lui, il est plus malin. Il mesure le manque de pluie et la perte d'eau par évaporation à cause de la chaleur. L'analogie est parfaite. C'est comme gérer un budget. Le SPI, c'est regarder uniquement ce qui rentre. Le SPEI, c'est regarder ce qui rentre et ce qui sort. Forcément, le bilan est beaucoup plus juste. Et dans ce cas précis, beaucoup plus inquiétant. Allez, commençons par le scénario, on va dire, optimiste. Imaginons qu'on réussisse à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Qu'est-ce que ça donnerait concrètement, ce futur-là? Alors attention, petit bémol tout de suite. Limité à 1,5 degré, ça ne veut pas dire qu'on revient comme avant, hein. Loin de là. C'est un futur où les risques sont déjà bien plus importants que ce qu'on a connu jusqu'ici. Pour vous donner une idée, 28%. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque année, on a un peu plus d'une chance sur 4 de se prendre une vague de chaleur majeure. C'est une augmentation énorme par rapport à la normale. Et pareil pour les sécheresses agricoles, celles qui touchent directement nos cultures. Là aussi, on grimpe à 24%, soit presque une chance sur 4 chaque année. Bon, maintenant, accrochez-vous bien. Parce que si le scénario à 1,5 degré est déjà, disons, préoccupant, passer à un monde à 4 degrés, c'est complètement autre chose. On change de dimension, littéralement. Là-dessus, les chercheurs sont formels. Leur conclusion est sans appel, à l'échelle mondiale, il n'y a aucun effet bénéfique. Chaque petit bout de degré en plus ne fait qu'aggraver la situation, partout, sans exception. Il n'y a pas de bon côté, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous vous souvenez du 28% pour les vagues de chaleur à 1,5 degré? Eh bien, à 4 degrés, ce chiffre explose. On passe à 92%. 92%. Ça veut dire qu'une canicule extrême, ce ne serait plus un événement, mais la norme. Quasiment chaque année. Et pour notre alimentation, c'est un séisme. Le risque de sécheresse agricole passe à 61%, soit bien plus d'une chance sur 2 chaque année. Imaginez la pression que ça met sur les agriculteurs, sur la production mondiale de nourriture, c'est énorme. Et attention, les risques ne s'additionnent pas simplement, ils se multiplient. Prenons les inondations. Une crue qui n'arrivait que tous les 50 ans, dans un monde à 4 degrés, sa probabilité est plus que doublée. C'est un effet d'amplification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toute cette chaleur pour nos assiettes? L'impact sur les cultures de base, c'est vraiment l'un des points les plus critiques de cette recherche. On voit ici des graphiques pour les cultures principales, maïs, soja, blé, riz. Ils peuvent paraître un peu techniques, mais le message est super clair. Pour chacune de ces cultures, plus la température augmente, plus les périodes de chaleur intense qui endommagent les plantes deviennent fréquentes. Prenons juste le maïs, qui est une culture fondamentale dans le monde. À 1,5 degré, le risque d'une vague de chaleur qui grille la récolte est de 12%. Déjà là. À 4 degrés, ce risque monte à 50%. Une chance sur 2. C'est colossal. Et tout ça, bien sûr, ça a des conséquences directes sur notre consommation d'énergie. C'est un vrai basculement en fait. D'un côté, on aura moins besoin de chauffage en hiver, mais de l'autre, la demande pour la climatisation va littéralement exploser, surtout à 4 degrés. Et ça va mettre une pression immense sur nos réseaux électriques, pile au moment où ils sont déjà les plus sollicités, pendant les vagues de chaleur. Alors, jusqu'ici, on a parlé de moyenne mondiale. Mais ces chiffres cachent une réalité bien plus complexe. Le réchauffement ne touche pas toutes les régions de la même façon. Loin de là. Les différences sont énormes. Ce graphique le montre très bien. En rouge, on voit les impacts à 4 degrés, et en vert à 1,5. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'à 4 degrés, les écarts entre les régions deviennent extrêmes.
Le fossé se creuse de manière spectaculaire entre les zones les plus et les moins affectées. Alors, pour résumer tout ça, ce tableau met les choses au clair. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a le choix entre un futur où les défis sont sérieux, certes, mais encore gérables, et un autre futur où les risques s'emballent, deviennent incontrôlables et se généralisent sur toute la planète. Voilà, les données nous montrent deux chemins bien distincts, deux futurs possibles. Chaque décision, chaque action que l'on prend aujourd'hui, que ce soit à l'échelle individuelle ou politique, nous fait pencher vers l'un ou l'autre de ces chemins. La vraie question, c'est de savoir sur lequel on s'engage collectivement.